Donc la première question, c'est est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est Adhémar, le projet Adhémar? Donc voilà, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité pour témoigner sur la mise en place du projet Adhémar sur le lycée à Romans. Adhémar, c'est un projet de la famille des appels à projets Parsada. Donc c'est des appels à projets du ministère qui visent à réduire notre dépendance aux molécules de synthèse dans la perspective de leur disparition. Pour accompagner les filières et lever les freins techniques que la disparition de certaines molécules engendre. Et donc là, c'est donc l'ITEPMAI qui nous a sollicité, qui voulait déposer quelque chose. Donc l'ITEPMAI, c'est l'Institut technique des plantes à parfum médicinales euh, en France. Et donc, il voulait déposer un projet pour anticiper la disparition des herbicides en culture de PAM, donc de plantes aromatiques et médicinales. Nous, ils nous ont sollicité parce que donc il y avait un partenariat historique à la fois avec eux, puisqu'on fait un petit peu d'expérimentation en plantes aromatiques et médicinales, et avec la Bergerie nationale sur l'innovation pédagogique. Et comme la Bergerie nationale était dans le projet, et ben voilà, ça a recroisé sur nous, a priori. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Donc, il y a une grosse dizaine de partenaires. Hein, je les ai plus tous en tête. Là, j'ai sorti une petite anti-sèche. Voilà, donc en gros, c'est des partenaires techniques, partenaires de recherche, des acteurs de la filière et pas mal d'acteurs aussi autour de la robotique, de l'imagerie, parce que ben voilà, c'est un des leviers qui a été identifié pour lever ben, pour lever les freins techniques qu'engendre la disparition des molécules. Donc il y a 5 actions, une action agroéquipement innovant, donc c'est ce qu'on vient de dire. Une action qui est un petit peu borderline, d'ailleurs, qui a dû être un petit peu revue parce qu'elle collait pas tout à fait avec l'esprit des Parsada, qui est en fait une innovation phytosanitaire à moindre impact, donc utiliser quand même des molécules mais à moindre impact. Bon, ça collait pas trop avec le fait que Parsada veut carrément enfin, qu'on se passe carrément des molécules. L'action 3, c'est tout ce qui est levier agronomique et combinaison de leviers agronomiques. L'action 4, ben, comme dans tous les projets, le transfert et le déploiement. Et l'action 5, la coordination du projet. Donc en fait, trois vraiment actions au cœur du projet, agroéquipement, molécules à moindre impact et combinaison de leviers agronomiques. Est-ce que Voilà. une question pour la salle, est-ce que Parsada, ça dit quelque chose à tout le monde? Non, oui. Ok. Ben, c'est comme il y avait les cases d'art, en fait, c'est un nouveau groupe d'appel à projet et c'est vraiment pour anticiper la réduction des molécules. C'est des très gros projets en général qui sont portés par des instituts techniques. Et voilà, il y a Desmar. Nous, à la Bergerie, on est dans un autre qui s'appelle Paris ici sur la sortie du cuivre en AB. Et c'est globalement par filière. Je sais qu'à Bordeaux, vous êtes tous les trois de la filière. Voilà, ce qui est cool avec ces appels à projets, c'est qu'on est financé sur 5 ans, alors que d'habitude c'est 3, et qu'effectivement il y a des gros moyens, quoi. Nous, enfin, je crois que sur le projet, tu me dis si je dis une bêtise, Fleur, mais je crois que c'est 3 ou 5, entre 3 et 5 millions d'euros, je sais plus. Enfin, il y a Oui, plusieurs millions d'euros, ouais. c'est vraiment des gros projets, quoi. Il y Ouais. a vraiment des moyens. Et donc, du coup, bah, on comprend qu'il y avait des moyens financiers qui étaient mis voilà, dans ce projet. Mais outre ces questions-là, pourquoi est-ce que l'EPL a voulu s'engager dans ce type de projet? Bah, c'est plutôt dans l'autre sens qu'on l'a vu, c'est comme on a été sollicité, euh, qu'on y voyait l'intérêt parce que bah, ça pouvait irriguer un petit peu et faire converger les intérêts de différents centres de l'EPL, notamment là, pour le coup l'exploit et le lycée. Et en plus, en BTS métier du végétal, on mène une pédagogie de projet où on essaye de mettre au maximum les étudiants en situation professionnelle réelle avec des connexions vers l'extérieur, donc avec des partenaires, et vraiment dans le rôle de techniciens qui vont occuper au sortir de leur diplôme. Donc en fait, nous, on a besoin de projets pour monter notre pédagogie autour de ça.
Après, comme je t'avais dit quand on avait préparé l'entrevue, c'est que la, la disparition des molécules en PAM, nous, c'est vraiment pas un enjeu pour nous parce que l'exploitation est en agriculture biologique de toute manière. Donc, ça a plus été une occasion pour nous d'agréger de la pédagogie autour d'un projet, de faire un petit peu d'activité aussi d'expé sur l'exploitation parce qu'on a quand même une chargée d'expérimentation à temps complet sur l'exploitation, donc il faut aussi trouver du travail régulièrement. Ça nous a permis aussi de financer un peu des investissements qu'on voulait faire, et notamment une bineuse de précision qu'on va aussi mutualiser avec le maraîchage. Donc on a pu la financer à 80%. Donc voilà, en fait, c'est plus l'occasion que nous qui sommes allés chercher particulièrement un projet sur une thématique qui nous concernait particulièrement. Voilà. Et faire de l'expo, c'est important vis-à-vis du territoire, de votre territoire? Pardon? Faire de l'expé, c'est important vis-à-vis de votre territoire? Sur l'XP, on a plutôt un rayonnement national, mais presque dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'on n'est pas très ancré très localement. Comme on a basé beaucoup notre activité d'XP sur les PAM, c'est vraiment éclaté sur tout le territoire et à chaque fois qu'on a des partenaires, c'est pas des partenaires ultra locaux, quoi. Donc, paradoxalement, ça nous permet pas vraiment de nous ancrer très localement, mais on, on travaille avec le territoire national. Mais enfin, moi, à titre personnel, je préférerais que ça nous ancre beaucoup plus localement, quoi. Oui. Ok. D'un point de vue pédagogique, vous avez passé une commande aux apprenants il y a quelques semaines. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que l'équipe pédagogique a élaboré cette commande? En fait, la commande, on l'a. Alors, la commande globale, on l'a pas vraiment retravaillée par rapport à ce qui a été demandé à l'établissement, puisque en fait, nous, notre démarche, c'est de dire, mais le projet, il est réalisé par les étudiants, puisque un technicien, il peut être amené à réaliser les missions qui ont été confiées à l'établissement dans la réponse à l'appel à projet par SADA. Donc, en gros, nous, ce qu'on a dit, c'est la mission de l'EPL, ça va être ce qu'on va commander aux étudiants. Après, forcément, on a réadapté quelques petites choses en équipe euh, pour un petit peu plus cadrer, pour pas trop perdre de temps au début de projet, parce que ben, nous, on est cadré par les temps scolaires, donc il faut que quand même ça démarre assez vite, donc il faut quand même recadrer. Donc on a par exemple déterminé l'espèce sur laquelle on allait travailler. On a déterminé la parcelle aussi, on a déterminé la surface et on a déterminé quelques éléments cadres de l'expé relatifs à des éléments de protocole expérimental, voilà, qui de une, en fait, dans les faits, dans les structures, sont pas choisis par les techniciens. Et voilà, nous, on leur a un peu plus posé le cadre et vraiment mis dans les bottes du technicien tout de suite pour qu'on soit capable de planter au printemps en démarrant à l'automne, quoi, avec eux. C'est surtout ça l'enjeu. Mais sinon, ouais, la commande, c'est la même que celle qui est posée par Parsada pour le lycée. Et par exemple, C'est-à-dire, monter une expérimentation pour explorer des combinaisons de leviers agronomiques permettant de se passer d'herbicides en culture là pour le coup, du coup, on leur imposait de thym. Et vous avez une parcelle de 5000 m², c'est celle-là. Et voilà, maintenant, concevez le protocole et puis proposer un plan de plantation, décider combinaison de leviers, etc. Voilà. Et là, on en est à. Donc là, ils ont proposé les combinaisons de leviers. On en est au choix des indicateurs et à aux différents choix afférents au protocole de suivi de ces indicateurs. Et donc, ils présentent ça jeudi 22 à un comité technique qu'on va réunir exprès pour eux, donc de toute l'action 3. Et donc là, l'idée, c'est ils aillent chercher l'expertise et les retours sur leur conception a priori, pour en fait faire des modifications avant que ça soit planté, que ce soit trop tard, quoi.
Et juste, je reviens un tout petit peu en arrière. Donc, tu disais que vous aviez choisi en équipe quelques critères pour pouvoir mettre les jeunes, enfin, réduire un petit peu la question pour les jeunes. Comment est-ce que, par exemple, vous avez choisi le teint? Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là? Ouais. Alors le thym, parce qu'on maîtrise le thym sur l'exploitation techniquement. On est équipé et bah, parce que toujours les expérimentations, ils financent jamais à 100%. Alors, il faut toujours faire un peu du cofinancement. Alors, c'est comme l'histoire de la bineuse de précision. En fait, nous, si c'est juste pour l'expé, ben, même si c'est financé à 80%, on les met pas. Par contre, si derrière on peut le réutiliser en maraîchage, ben, on va le financer. Et bien là, pour le thym, c'est pareil. C'est qu'en fait, nous, avec la coopérative, on avait une demande sur du thym à l'inalol. Donc, on sait qu'en fait, on va pouvoir le valoriser et le vendre sur tout ce qui sera pas détruit pour les besoins de l'expé, entre guillemets, ce qui va être la grande majorité du volume. Et ben, on va pouvoir le vendre à la coopérative et on sait qu'il y a un besoin et on sait qu'elle va nous l'acheter. Ok. Et donc, du coup, là, donc les élèves, ils ont une restitution là cette semaine. Est-ce que tu peux nous réexpliquer en fait comment, en fait, à partir de vous avez posé la commande, qui est-ce qui leur a passé une commande et à partir de là, comment est-ce qu'ils ont fait, enfin, c'est quoi le processus pour arriver jusqu'à cette restitution? Ouais. Alors, on leur a pas présenté comme, enfin, la commande, c'est pas de faire une restitution. Et il n'y a pas vraiment de commande en fait. C'est qu'on leur a suggéré dans la démarche à partir d'une certaine étape de conception, de solliciter de l'expertise pour des retours d'experts sur ce qu'ils proposaient. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont dans la position d'un junior qui arrive dans une structure, qui doit faire un projet, qui connaît pas forcément, qui fait de la bibliographie, etc. Mais bon, et donc qui vient demander après à des gens plus expérimentés un retour sur ce qu'ils ont imaginé, certainement un petit peu naïvement, puisque sans expérience, et ben justement, ils vont chercher cette expérience chez des experts, ils leur présentent ce qu'ils ont prévu, et bah, dans une position d'humilité et puis de demande de retour d'experts, de dire, bah voilà, nous, on sait que ce qu'on a prévu, c'est probablement pas du niveau qu'il faudrait, mais bon, faut bien être junior une fois dans sa vie et faut pas, voilà, la démarche, c'est de leur apprendre à pas rester tout seul dans leur coin. Donc ça, c'est pas une commande qu'on a fait, c'est une démarche. On les a amenés à dire, bah oui, là, maintenant, en fait, bah, pour le suivi de tel indicateur, on l'a jamais fait, donc on n'a pas de référence. En fait, on sait pas ce que c'est un résultat normal. Pour le suivi de tel autre indicateur, bah, on hésite entre ça ou ça. Pour les choix par exemple, ils ont proposé de tester un système à haute fréquence de mécanisation et un système à basse fréquence de mécanisation. Bah, ils savent pas trop comment positionner les critères de choix pour déclencher une opération mécanique dans les hautes fréquences ou dans la basse fréquence. Donc tout ça, en fait, voilà, au bout d'un moment, ça se trouve plus sur Internet, ça va chercher dans l'expérience. Et donc, on a essayé de les amener de même à dire, bah là maintenant, il nous faut des retours d'experts. Donc nous, bah, ce qu'on fait, c'est ce lien à dire, bah voilà, on peut mobiliser un cotec de l'action 3 pour ça. Ça, après, là, c'est plus Caroline, qui est donc la chargée d'expé de l'exploit, qui fait le lien là-dessus. Voilà, parce que moi, si je dois gérer ce genre de truc, je m'en sors plus. Donc voilà, j'ai un relais. Moi, je fais la coordination pédagogique et Caro, elle fait plus la coordination projet, partenaire, etc. Même si moi, je participe à des copies et je suis en lien aussi avec les partenaires. Mais voilà, c'est comme ça qu'on se répartit un petit peu les rôles. Que si gérer le projet entier pour un prof, je pense que c'est trop ambitieux. Mm. Et du coup, tu disais, les jeunes, là, ils vont proposer, parce que la suite, qu'est-ce que ça va être? Tu fais le lien avec l'action 3 du projet. En fait, ça va être quoi leur rôle aux jeunes dans cette action 3? Eh bien, ils doivent explorer des combinaisons de leviers, donc des systèmes de culture qu'ils auront imaginés, permettant, en combinant à l'intérieur de ces systèmes de culture, des leviers qui permettent de se passer d'herbicides. Donc, je te donne un exemple. Il va y avoir, comme on disait, bah, la mécanisation.
bah tiens, on va tester une haute fréquence et une basse fréquence en fixant des critères de décision pour lancer les opérations, ben, plutôt sévères dans un cas et plutôt un peu plus laxistes dans l'autre. Euh, on va tester par exemple des leviers d'enherbement, on va tester des leviers de paillage, on va tester des leviers de densité de plantation, on va tester des leviers de labour pré-plantation ou non. Et voilà, et dans l'enherbement, ben, plusieurs types de mélanges à plusieurs distances durant. Et donc ça, on va combiner ces différents leviers pour essayer. En fait, l'idée, c'est pas de donner une. Ça, c'est de l'expert système. Donc, l'idée, c'est pas de donner des recettes prêtes à l'emploi, c'est d'expliquer comment, à partir d'un contexte pédoclimatique, technique et économique, on a émis des hypothèses sur le fonctionnement ou non de certaines combinaisons de leviers et de vérifier après est-ce que ça a marché, quels sont les résultats, et voilà. Mais l'idée, c'est pas que la filière, elle reparte avec pile poil ce qu'on a proposé et le réplique ailleurs à l'infini sur tout le territoire. C'est pas ça l'idée des expé systèmes. Donc, j'ai un peu digressé, je crois. Je me souviens plus de la question de base. Non, non, c'était ça, c'est comment est-ce que dans cette action 3, enfin, comment est-ce que, quelle part les jeunes prennent en fait concrètement dans ce projet à démarre? Parce que t'as pas dit, ce qu'on s'était dit aussi auparavant, c'est que quand vous allez au COPIL en équipe, Oui, bah, vous prenez des jeunes aussi avec vous. oui, 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 mais en fait, pour résumer en un mot, c'est que ce sont les techniciens d'expé du projet. Point. Voilà. Sauf que c'est des juniors et qu'ils sont accompagnés. Hmm. Voilà. Ok. Et qui sont formés au fur et à mesure, au fur et à mesure des besoins. Dès qu'on aborde une nouvelle notion, bah, il y a une formation avant. En fait, c'est les techniciens du projet pour Terre d'Horizon, mais accompagnés et formés au fur et à mesure sur le tas. Voilà. Et donc, bah, du coup, c'est assez ambitieux comme projet. Enfin, comment est-ce que tu peux avoir confiance sur le fait que ça va bien se passer, tout ça? T'as mentionné que tu avais le chargé d'expé sur laquelle t'appuyer. Bah, déjà, il y a la dimension temporelle. C'est pas la première fois qu'on fait ça et en fait, on mène notre pédagogie comme ça. Donc, en fait, on sait que ça va bien se passer parce qu'on a déjà mené des projets ambitieux avec eux et que maintenant, on a les techniques et qu'on a été accompagné, bah, notamment par la Bergerie nationale, pendant 3 ans, peut-être 4, au début, quand on s'est lancé là-dedans, dans ce type de pédagogie et dans cette manière de faire avec les élèves. On a été accompagné, on est tombé dans plein d'écueils. Au début, on a fait des projets très centré sur nous en interne, donc sur l'exploitation, sans partenaire extérieur, etc. Et petit à petit, bah, quand on a pris confiance, on a monté, enfin, on a participé à des projets plus ambitieux, plus connectés avec l'extérieur. Et voilà, mais ça, du jour au lendemain, si on n'avait jamais fait, je ne sais pas si on, non, ça serait compliqué parce que là, là aussi, il y a toute la machine en interne qui est fixée, c'est-à-dire que le chef de culture de l'exploit, il a l'habitude de travailler avec nous comme ça. La chargée d'expé, elle a l'habitude de travailler avec nous comme ça. La directrice adjointe, elle a l'habitude de modifier nos emplois du temps, faire des trucs modulables pour nous permettre sur quelques jours de travailler intensément sur le projet. La directrice de l'EPL, elle a confiance et elle sait que ça fonctionne, donc elle nous laisse les mains libres. Enfin, il y a toute une une question d'expérience, chaîne de travail en interne, connexion avec l'extérieur et tout, je pense pas qu'on pourrait démarrer sur un projet. J'aurais pas confiance pour répondre à ta question. J'ai confiance parce que on fonctionne déjà comme ça et on sait faire, mais j'aurais pas confiance si c'était le premier projet sur lequel on se lançait quand on a démarré à travailler comme ça. Et bah, ma dernière question, c'est si jamais ça arrive votre première, Attends, le premier, excuse-moi, je t'ai pas entendu sur le début de la phrase. si jamais ça avait été le premier gros projet là où vous vouliez travailler de cette façon-là, comment est-ce que tu serais pris? Ben, peut-être, je sais pas, que les jeunes, on aurait pu réduire leur champ d'action. Peut-être qu'ils auraient été juste responsables de la culture d'étain. Donc en fait,
tu vois, on va tester 7 combinaisons de leviers, bah, mettons par groupe, de deux s'ils sont une quinzaine, tu vois. On leur aurait dit, bah voilà, vous êtes responsable de la gestion de la culture d'un système chacun. Bon, ça, quoi que ça colle pas trop avec les exigences de l'expert, parce que ça crée du biais, mais bon, bref, passons ça. Juste pour l'exemple, voilà, restreindre le champ, ou alors juste les faire travailler sur la conception des protocoles, et pas les faire interagir avec les partenaires. Voilà, restreindre le champ d'action, je pense, ouais, je pense qu'on aurait fait ça. Donc donner beaucoup plus en fait, replacer le rôle des différentes missions du projet sur la chargée d'expé, en fait. Ok. Bah écoute, merci beaucoup, Guilhem. Euh, je vais prendre, en fait, on va prendre quelques questions. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Du coup, je vais te rappeler. C'est un projet qui est mené sur les 2 ans de BTS ou seulement sur la première ou la deuxième année? C'est articulé comment? Alors, en gros, comme nous, en NV, on forme des chefs de culture. Donc, tous les jeudis matins, on fait de la gestion de culture. Les deuxièmes années encadrent les premières années. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a de ritualisé. Tous les jeudis matins, ça se passe comme ça. Donc, les actions du projet, on va les porter sur le jeudi matin. Donc, en gros, c'est à partir de la deuxième année qui sont vraiment en charge du projet. Donc, comment ça se passe? C'est que donc en vitesse de croisière, c'est-à-dire le projet a déjà commencé, c'est planté, etc. La première année se passe un petit peu différemment, forcément. Donc, l'idée, c'est que les deuxièmes années sont chargées à l'hiver et à l'automne, reconcevoir les systèmes de culture pour modifier en fonction des résultats qu'on a eu l'année d'avant, à la marge, certains éléments des systèmes de culture. On mène la culture, donc là, c'est là que les premières années vont commencer à l'avoir, puisque le jeudi matin, ils sont un petit peu la force ouvrière de cette séance ritualisée du jeudi matin. Donc, en fait, ben, ils vont être mis à contribution sur le suivi des indicateurs, le suivi des cultures, la gestion des cultures sur cette parcelle de thym. Donc, ils vont commencer à rentrer dans le projet comme ça. En fin de première année, ben, les deuxièmes années vont leur présenter les résultats et, euh, et tracer des perspectives un petit peu d'évolution, soit sur bah, les suivis d'indicateurs, bah, tiens, tel indicateur, on l'a suivi comme ça, mais ça va pas, il faut changer, ou alors sur les différentes combinaisons de leviers agronomiques au sein des systèmes. Mettons, bah, tiens, on voit que quand on dit que dès qu'il y a une bêtise, deux adventices au stade cotylédone, on passe la bineuse, bah, c'est trop sévère, en fait, on est tout le temps en train de passer la bineuse. Faudrait être un petit peu moins sévère et réduire un petit peu enfin, augmenter la tolérance aux adventistes, parce que sinon on est tout le temps sur la bineuse. Et donc après, hop, donc il récupère ces passages de témoins en fait en fin de première année et fin de deuxième année. Les deuxièmes années partent, début de deuxième année, après, et ben là il redémarre. Automne-hiver, on retravaille les itinéraires techniques, les systèmes de culture, et on remet en place les nouvelles choses à partir du printemps. Merci. Peut-être un petit complément. Bonjour Guylaine. Bonjour. Dire qu'il y a un film qui raconte ça, votre façon de travailler, comment ça s'est construit. Et pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, s'il n'y avait pas l'expérience de la construction, de travailler comme vous travaillez aujourd'hui, tu serais pas parti, quoi. Ça s'inscrit dans une histoire qui est vieille. Quand tu dis 3 4 ans, peut-être un peu plus, hein, depuis le moment où toi, t'étais porteur de projet, tu avais un tiers-temps et on a commencé à mettre ça en place avec Ah oui, l'équipe. non, non, ça fait quasiment 10 ans, mais je disais 3 4 ans, c'était ton accompagnement. C'était pendant 3 4 ans que tu avais accompagné. Et effectivement, voilà, il y a un film, bah, Christian, tu pourras leur passer le lien, hein, c'est Christian je sais pas comment on dit, réalisé, produit, tout en fait, monté et tout. Donc, voilà, il pourra vous passer le lien où effectivement on présente un petit peu bah, tout la manière qu'on a de mener la pédagogie avec les BTS MV.
Il y avait une autre question. Oui, bonjour. Je voulais savoir si toute l'équipe pédagogique du coup de l'EPS est impliquée dans l'Expé. Ouais, ben alors ça, je peux te répondre sans langue de bois. Au début, très compliqué de faire adhérer. Et puis en fait, petit à petit, ça s'est agrégé, mais là encore, ça fait quasiment 10 ans et il y a des gens qui sont partis de l'équipe parce qu'ils aimaient pas travailler comme ça. Et il y a des gens qui sont rentrés parce qu'ils voyaient de l'extérieur bah, que ça avait l'air sympa. Moi, j'ai même carrément manipé pour bon pas comment pas non plus débaucher des profs d'autres lycées, mais bon presque. Où on a fait venir des gens qui voulaient travailler comme ça. Donc c'était une vraie stratégie aussi de la part de la direction où on a remanié pas mal l'équipe. Et puis ben, au fur et à mesure, ça se fait. Mais bon, pour te répondre honnêtement, parce que bon, ça peut paraître rose. Je pense que qui bosse vraiment à fond comme ça, on est deux, vraiment à 100% à bosser comme ça. À 75%, il y en a trois de plus. Et après, les autres, ils sont là à 50% ou moins, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont pas complètement dedans. Mais en gros, là, il y a que le sport, l'anglais, et le français qui travaillent pas avec nous de cette manière. Sinon, tous les autres, ouais, on travaille ensemble là-dessus. Bah, la réunion, là, pour Adhémar, je sais pas, on était six profs, je pense. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Bonjour Guilhem. J'avais une question par rapport au rayonnement justement ce qui a été initié à Romans, par rapport au l'impact sur l'EPL, sur les filières en fait, parce que là tu parles de la filière horticole, mais il y a aussi ça peut être les staves ou des filières un peu annexes en termes de recrutement et en termes de on va dire en fait là le feu vert à mon avis vient aussi de beaucoup de la dynamique exploitation horticole. Enfin, Bien sûr. Ouais, ouais, ouais. c'est tout. C'est un tout. De toute façon, c'est ce que j'avais dit en intro, c'est que pourquoi on nous a sollicité, enfin, pour moi, de ce que j'ai compris, c'est historique de travail entre l'exploitation Elite Maille et historique de travail entre l'équipe BTSMV et la Bergerie nationale. Moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Après, du coup, est-ce que tu peux préciser ta question? C'est le rayonnement tu parles de rayonnement de Ademar ou de notre politique pédagogique globale? Politique pédagogique de l'établissement sur les filières. Il me semble que vous avez les filières vente en jardinerie. Oui, Euh, Moi, je suis en Normandie. En fait, on a un peu la même configuration d'établissement sur les filières, en fait. Et c'est toujours bien, enfin, d'avoir un rayonnement un peu, une dynamique collective sur les filières ouais, et, et de communiquer, je pense, sur le projet comme vous avez fait avec la bergerie. Et en termes de recrutement, sur la filière horticole au niveau national, c'est pas forcément évident, à part dans des bassins historiques de production. Là, vous êtes parti sur les PAM. Enfin, historiquement, c'est ça, hein. Enfin, dans l'historique ouais, de l'exploitation de Romans, c'est ça. Enfin, Elitepma est assez éloigné de Romans quand même sur le ouais, territoire. Mais un ouais. rythme national. Enfin, après, c'est le choix des partenaires, je pense aussi dans le projet qui doit être aussi assez pertinent au-delà du financement peut-être. Tellement, ils ont des bureaux à Valence, hein, si je ne me trompe pas. Oui, oui, oui. Ils ont des Oui, bureaux à ils sont pas. Valence. On n'est pas très loin du Crier-Pam non plus. Donc, il y a. Mais pour répondre à ta question sur les filières, c'est toujours un petit peu le vœu pieux de tout le monde et puis les désirs des directions aussi, que quand il se passe quelque chose dans l'établissement, ça rayonne sur toutes les filières. Après, dans les fêtes, s'il y a personne de proactif pour gérer cette diffusion-là, etc., ça se fait pas passivement. Et moi, je t'avoue que j'ai un peu d'autres chats à fouetter que de faire ça. Ouais, ouais. Donc, franchement, ça se fait pas du tout. Il y a eu pendant un moment, hein, Christian pourrait en parler aussi. Moi, je me souviens de réunions où on était avec Christian, l'équipe de direction dans le bureau, à dire bah tiens, ce serait bien que ça rayonne sur la filière AP.
faut vraiment s'en occuper sérieusement parce qu'en fait, c'est tout un espèce d'équilibre à créer, une nouvelle dynamique d'équipe et tout. Franchement, c'est un travail monstrueux. Donc, penser que ça va se faire passivement, oui, s'il y a les personnes qui ont envie, etc., qui voient le truc, qui ont envie de s'en saisir, machin, oui. Mais dans les faits, s'il n'y a pas ça, ben, il faut s'en occuper sérieusement. Et ouais, enfin, en tout cas, moi, je considère pas que ce soit mon rôle, à moins qu'on me donne des Mm. missions et qu'on me paye pour le faire. Ouais. Mais sinon, voilà, moi, je veux bien en parler à des collègues, je veux bien organiser une ou deux réunions pour leur montrer ce qu'on fait et leur expliquer comment, s'ils ont envie de s'en inspirer, comment ils pourraient s'en inspirer. Mais on l'a déjà fait ça, mais c'est beaucoup plus que ça qu'il faut faire si on veut vraiment que les gens s'investissent ou quoi. Soit les gens ils ont vraiment envie et ça va tout seul, mais s'il faut leur donner l'envie, les accompagner, etc., c'est un boulot de fou, quoi. Bah, merci beaucoup, Guilhem, pour ton témoignage. Merci à vous. Merci pour vos questions. Si jamais vous aviez d'autres questions, on pourra peut-être les prendre plutôt par écrit et puis les faire suivre à Guilhem, mais on doit malheureusement avancer. Euh, Catherine, je te laisse la parole avant notre deuxième. Juste une rapide prise de recul sur ce que nous a dit Guilhem pour insister sur certains points. D'abord, donc, le rôle de l'EPL dans le projet. Donc, c'est un choix assumé qui a été fait. C'est que l'EPL est vu vraiment comme un lieu d'abord de démonstration auprès des acteurs du territoire, un lieu d'échange et de discussion qui rassemble, mais c'est pas un laboratoire de recherche. Il l'a dit en fait quand il a dit, bah voilà, nous, la disparition des molécules en palme, ça ne nous concerne pas, c'est pas un enjeu parce qu'on est déjà en habilitation. Donc, c'est pas un sujet pour nous, mais on est conscient qu'autour de nous, donc à l'échelle du territoire presque national, euh, c'est un réel enjeu. Donc, l'expérimentation, donc, il nous l'avait dit quand on avait échangé au préalable avec lui, elle n'a pas vocation à être parfaite. C'est pas son premier sens. On peut pas, le but, c'est pas la solution. C'est pas, comme on disait hier, c'est pas de trouver la solution qui va permettre de faire de se passer des molécules en panne. C'est pas le but premier, même si on tend vers, bien sûr. C'est pas ça juste pour rigoler. Et sa deuxième vraie valeur ajoutée, en plus du lien au territoire, de l'animation, c'est vraiment les apprentissages et les échanges que permet cette expérimentation. Dans un cadre assez sécurisé, puisque voilà, comme il a dit, c'est une expérimentation qui est conduite dans le cadre d'un projet national assez large, mais ils ont pris le temps de recadrer, ils ont fait des choix. Bon, il y a des contraintes horaires, etc., mais c'est surtout qu'ils ne vont pas mettre les jeunes, dire, bah, vas-y, tu réponds au Parsada là. Parsada, c'est un projet énorme, il y a plein de personnes qui travaillent dessus, des ingénieurs de renom. Enfin, c'est un projet très compliqué. Eux, ils ont fait un choix de recadrer pour sécuriser les apprenants, mais pas les balancer là-dedans en mode vas-y. Et du coup, si on continue sur les apprenants, donc voilà, le projet, c'est vraiment un espace d'apprentissage. Alors, il n'a pas dit, à nous, il l'a dit quand on avait échangé, c'est qu'il oppose un peu deux modèles. Il y a voilà, souvent des choses qui relèvent plus du dispositif de transfert ou d'exécution du protocole, c'est-à-dire, bah, voilà, on donne aux jeunes le protocole à mettre en place. On leur dit oui, oui, c'est bien, c'est celui-là qu'il faut faire. Allez-y, faites. Là, il est vraiment dans une autre posture, une autre démarche, où il l'a dit, je crois que c'est après, voilà, les apprenants sont placés en posture de techniciens juniors. C'est-à-dire qu'on leur confie une mission. Ils sont considérés comme de réels professionnels à qui on a confié une mission accessible pour eux, mais n'empêche que dans leur posture, on leur fait confiance et on leur confie euh, un petit bout de Parsada à leur échelle. On leur dit pas, faites ça. On leur dit, voilà le problème qui est posé par le Parsada. Là, pour le coup, la problématisation a été faite en amont par le Parsada.
Et du coup, il avait, il l'a pas dit, mais avec les apprenants, il a pris le temps de leur expliquer ben, d'où vient en fait cette nécessité de réduire les molécules. Pour lui, là, c'est très implicite, hein. Il a dit que voilà, c'est la problématique, les problématiques que certaines molécules engendrent. C'est tout ce qu'il a dit pour la problématique, mais c'est tellement implicite pour lui qu'il ne le rappelle même pas. Mais il l'a explicité pour que les jeunes comprennent d'où ça vient. Et ensuite vient un second temps de problématisation, c'est pour Je peux rebondir, juste on l'a fait expliciter par un technicien de la chambre qui est venu et qui leur a fait un état des lieux de tout ça, toujours dans l'esprit de, voilà, technicien junior, on va solliciter l'expertise. Voilà, c'était juste. Ouais. Donc voilà, ils sont responsables d'une mission réelle et c'est pas un transfert. Et comme il a dit, alors je sais pas si Christian me dira si c'est vraiment une pédagogie de projet, mais moi ce que je vois, c'est ce qui était intéressant, ce que tu as dit, c'est qu'ils ont besoin des projets pour travailler. Ils ont besoin d'un matériau réel pour faire travailler les jeunes. Et un autre point que tu as dit qui était super intéressant, c'est que du coup, comme ils mobilisent des experts et ils sont accompagnés en fait par d'autres techniciens expérimentateurs, et ce qui était intéressant, c'est qu'ils sont formés au fur et à mesure des besoins. C'est en deuxième année, ils arrivent avec les prérequis, j'aime pas trop ce mot-là, mais moins tout le monde le comprend. Mais n'empêche que lors de cette expérience, ils sont formés au fur et à mesure des besoins. Ça, c'est super intéressant. Euh, voilà, donc la mise en responsabilité est progressive puisqu'ils sont accompagnés, ils vont chercher les expertises. C'est complexe, mais ils ne sont pas tout seuls. On les encadre pour qu'ils avancent par eux-mêmes, mais sans être perdus. Et voilà. Et cette mise en responsabilité, c'est pas juste un jeu. C'est pas, alors, elle n'est pas symbolique, justement, elle est réelle, puisque il y a un accompagnement donc, par la chargée d'expérimentation qui leur a posé la commande. C'est pas l'enseignant qui a posé la commande, c'était voulu que ce soit un extérieur qui pose la commande pour donner encore un peu plus de valeur. Et puis, bah, comme ça a été rappelé, ils participent aux instances du projet. Donc, ils participent au copil. Et c'est eux qui rendent compte, ce sont vraiment des acteurs du Parsada. Si on revient sur le cadrage pédagogique et les conditions, certaines conditions de réussite qui ont été citées, c'est que voilà, la commande est adressée aux apprenants, les professionnels, elle est portée par la chargée d'expérimentation et les partenaires du projet. C'est une commande qui a été explicitée. Ils savent pourquoi ils travaillent sur ce Parsada. Voilà, et en fait, je redis un petit peu ce que j'ai dit. Le cadrage fixe des paramètres très structurants pour rendre le travail possible et formateur sans enfermer. C'est en partie fermé parce qu'on travaille sur une culture et parce qu'on travaille sur une filière, mais on leur laisse quand même de la liberté sur le choix des leviers. Et ce que Guillaume n'a pas dit explicitement, mais en fait, nous, il l'avait dit lors de l'échange, c'est que voilà, l'objectif prioritaire, c'est pas tant l'expérimentation en elle-même, mais c'est vraiment le développement de compétences de conduite de projet, d'analyse et d'aide à la décision. C'est-à-dire, on les forme au métier de demain. C'est vraiment développer des compétences transversales. Là, ils s'entraînent à conduire une expérimentation système sur un sujet. Et l'idée, c'est que demain, ils sont capables de conduire une expérimentation système sur un autre sujet. Mais pas grave, les compétences techniques, ils vont aller les chercher, mais ils auront travaillé ces compétences plus transversales. Et il l'a dit à la fin, donc la réussite repose vraiment sur une culture collective de confiance, d'habitude. Ça, c'est, du coup, quand on n'est pas dedans, c'est le mot facile, mais pas forcément facile à installer pour le coup, qui implique la direction, l'exploitation et l'équipe pédagogique élargie. Et une fois que c'est installé, ça permet d'avancer de façon sereine. Voilà, Christ, moi c'est tout. Et voilà, juste pour ça, c'était ma phrase de conclusion. Si tu veux me compléter, Christian. Deux, trois petits éléments de rebond, mais très courts. La question des implicites. Guilhem, il a plein d'implicites parce que c'est un professionnel engagé depuis longtemps, à la fois technique et puis aussi dans les démarches pédagogiques. Donc, des fois, on escamote un peu parce que ça va de soi, mais vigilance, les implicites qu'on a, les jeunes en particulier, les collègues, ne les partagent pas. Donc, il y a besoin, et là, c'est le rôle parfois de l'extérieur
de venir rappeler qu'il y a des implicites et que c'est mieux de les rendre explicites. La deuxième chose, c'est tout le boulot en fait de traduction entre le projet Parsada et une équipe de jeunes. Eh ben, on les jette pas dedans comme ça et débrouillez-vous, quoi. Il y a tout un travail de traduction par les enseignants pour rendre la situation pro comme une situation d'enseignement-apprentissage. Et ça, on y reviendra, c'est vraiment important. Pourquoi ça marche aussi? Parce qu'en fait, les jeunes, ils sont habitués à Romans à travailler comme ça. Le DG a fait sa rentrée un roman et il est venu voir ces jeunes-là et ça l'a marqué, si bien qu'il l'a pas dit Guilhem, mais il a des petits trucs à écrire pour un prochain DA de l'enseignement agricole. C'est vrai, c'est vrai. Hein, j'ai mis un petit message d'ailleurs, j'ai eu Nathalie, voilà. Et ça a marqué le DG, cette façon de bosser. Il a tout de suite connecté avec l'inspection en disant cette expérience-là pour enseigner avec par capacité, il faut que ça soit dans le prochain document qu'on va sortir. Donc c'est de la reconnaissance aussi. Et c'est ça qui met de l'eau au moulin pour continuer à s'engager. Mais les jeunes, ils se retrouvent bien là-dedans. C'est une pédagogie du défi. C'est du défi pour l'équipe, PEDA. C'est du défi pour les jeunes et ils aiment ça. Osons, quoi, comme disait un célèbre présentateur télé il y a quelques dizaines d'années. Dernière petite chose, cette histoire de pédagogie de projet. On voit bien que ça va plus loin que ça. On voit bien que ça va plus loin que ça, quoi. On travaille sur une question qui se pose vraiment pour le métier, pour les métiers. Et c'est autre chose que simplement une pédagogie de projet. On y reviendra peut-être plus tard, soit si c'est pas dans ce séminaire-là, ça sera dans le séminaire pédagogique. Et puis, oui, et dernière chose, bah oui, il y a des antécédents. Hein. Il y a des antécédents. Comme il y a des antécédents de culture, il y a des antécédents. Cette équipe-là, ça fait un bout de temps qu'elle chemine et elle est autonome maintenant. Je me souviens d'une chose quand on s'est vu pour le Parsada, là, c'était avec Diane et Guilhem, on est venu bosser une journée avec eux. Je crois que c'est Diane, une des profs, qui a dit « Oh, ben dis donc, par rapport aux autres projets, qu'est-ce qu'on a avancé vite ?» Ah oui, il y a des habitudes de travail qui se sont installées, qui sont validées par l'équipe de direction et tout. Et donc, vous êtes certains autour de la table là, qui ont un peu l'habitude de travailler avec nous. On est très content que vous soyez là, les autres aussi, mais ceux avec qui on a déjà travaillé parce que on continue le processus d'installation dans ces façons de travailler, dans ces pédagogies. Et je m'arrête là. Est-ce qu'on a un retour des professionnels et des jeunes comme ça fait une dizaine d'années que c'est commencé? C'est d'enseignement. C'est une question pour moi? Oui, oui. Question pour Guilhem. Est-ce qu'on a un retour des jeunes et des professionnels, justement, au bout de 10 ans de fonctionnement, de pédagogie, de projets comme ça? Oui. À la fois, j'ai envie de te répondre oui, mais c'est que de l'informel en fait. On fait pas d'enquête ou des choses comme ça. Donc Non, mais même informel, c'est bien. Oui, ben on a un retour avec tout ce qu'on peut imaginer. En fait, ils se rendent compte aussi un peu après. Par exemple, je pense à ceux qui poursuivent en école d'ingénieur qui nous disent, ben, ah ouais, quand on arrive en école d'ingénieur, c'est vrai qu'on se rend compte on a des facilités à travailler sur la gestion de projet, à travailler en équipe, parce qu'en fait, en école d'ingénieur, ils les mettent encore plus dans des démarches projets, bon, sauf tout ce qui est prépa intégrée, où ils font beaucoup de scientifiques fondamentales. Mais voilà, ils se rendent compte de ça. Après, pareil, soit quand ils prennent un premier poste, ou soit après, quand ils voient, par exemple, tout bêtement, mais quand ils écrivent leur CV, nous, on leur dit, mais mettez-le, que vous avez travaillé sur un projet multi-acteurs de recherche, mettez-le, que vous avez géré des cultures en autonomie complète sur l'exploitation, mettez-le, que vous avez participé à l'animation d'un GI2E, voilà, mettez-le dans votre... Et en fait, ils s'en rendent compte après. Et donc, on a des retours, voilà, sur effectivement peut-être une meilleure préparation globale à ces choses-là, ouais. Gestion de projet, travail en équipe, et puis en fait,
Voilà, j'ai un étudiant là qui travaille à Bureau Veritas là travail sur l'évolution des labels, etc. Et il disait ah ben un truc tout bête, mais faire de la bibliographie, je me rends compte que je sais bien faire. Ben, parce que en fait, dans tous les projets, nous on commence toujours par cette phase-là, et avec le prof de doc à dire ben voilà comment on fait la bibliographie, comment on croise des sources, qu'est-ce que c'est une bonne source, explorer un petit peu le sujet. Et puis après, ben la bibliographie en fait ça suffit pas, faut solliciter de l'expertise, faut discuter avec les voisins, faut voilà, et il faut confronter ces idées. Enfin, bon, oui, on a plutôt des bons retours là-dessus, et les mauvais retours, on les a plutôt en cours de formation, mais, mais pas après. Et du coup, pour ce qui est mauvais retour, c'est tout ce qui va être un peu résistance scolaire euh, au changement de posture de l'enseignant. Ah ben, en fait, il y en a qui se rendent compte qu'ils aimaient bien avoir un cours descendant. Ils aimaient bien ça, ils aimaient bien le contrôle où on doit recracher le cours et où on a 20 si on a bien bossé, quoi, si on a bien appris par cœur. Derrière, voilà, ils peuvent faire un peu de résistance scolaire. Voilà. Mais sinon, ouais, non, plus, après, c'est plutôt des bons retours. Et les professionnels aussi, en stage. Et puis, les partenaires des projets, en général, on a des bons retours sur. Alors, les professionnels partenaires de projet, ça a plus être, ils sont plutôt impressionnés par l'autonomie des étudiants, leur curiosité. Voilà, mais eux, ils sont pas vraiment impressionnés par leur capacité à gérer des projets parce que bon, c'est quand même, ça reste des étudiants, quoi. Merci beaucoup, Guilhem. Il y a encore quelques questions, mais on les prendra par écrit, puis on te les fera passer si tu acceptes de faire une petite réponse, parce qu'on a un Ok, autre intervenant et il faut qu'on avance. Mais ça marche. merci encore pour ton témoignage et pour ton temps. Eh ben, merci à vous. Je raccroche du coup? Si tu veux. Allez. Avec Eh ton ben, au retour. revoir et je vous souhaite un bon séminaire et le projet Agir a l'air bien sympa. Donc, profitez bien de tous les apports et puis de ce séminaire et puis ben, bonne chance et que ça fasse un beau projet derrière. Merci, Juliette. Allez, merci, au revoir. Au revoir, à bientôt. Donc pour la suite, on pourra accueillir Paul Armel Salin, qui doit être. Je suis là, oui. Bonjour Paul Armel. Euh, donc il va nous faire un retour d'expérience sur le projet Expert qui est encore en cours. Mais peut-être, Paul Armel, avant de parler du projet, peut-être tu peux te présenter. Ouais, du coup, j'ai deux, trois diapos. Oui, tu peux partager. On va te laisser de partager l'écran normalement. Ouais, ça marche. Alors, oui, autoriser. Bon, j'arrête le partage et je te rends. Voilà. Normalement, Normalement, c'est bon. Est-ce que vous voyez bien? ça arrive. Voilà. C'est bon, C'est on bon? voit tout. Du coup, ben, voilà, comme on l'a introduit, je m'appelle Paul Armel Salin. Du coup, je travaille pour une association qui s'appelle Bio Nouvelle-Aquitaine, donc une association d'agriculteurs bio qui a pour vocation d'accompagner les agriculteurs bio à la conversion et aussi ceux qui sont déjà en bio de rester en bio, voilà, pour améliorer leurs pratiques. Et moi, je suis détaché sur le territoire de la Gironde, donc pour l'association locale qui s'appelle AgroBio Gironde. Voilà. Et donc, comme ça a été présenté, moi j'ai deux missions principales. La première, c'est que je suis animateur d'un groupe Défi Ferme, du coup en viticulture biologique. Donc ça me prend un mi-temps. Et après, je suis en charge de différents projets d'expérimentation en viticulture bio. Et depuis 2, 3 ans, je travaille aussi sur la partie diversification en viticulture. Voilà. OK. Donc, si on s'attache maintenant au projet plutôt expert, est-ce que tu pourrais nous raconter, peut-être revenir un peu au point de départ, comment il avait été pensé au départ autour donc là, des couverts végétaux? Enfin, c'était quoi les intentions initiales de ce projet? Euh, du coup, bah, le projet Expert, c'est un projet CASDAR, donc financé par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, donc qui a été déposé dans le cadre de l'appel à projet démultiplication, donc avec de nombreux partenaires. Et donc son objectif à Expert, c'est de démultiplier l'adoption des couverts végétaux en animant des communautés de pratiques hybrides
Donc hybride, c'est-à-dire mêlant échange dans la vie réelle, donc sur le terrain et en ligne, donc sur des réseaux sociaux comme par exemple le WhatsApp, et dans l'objectif de massifier ces couverts végétaux. Donc pour ça, il y a quatre collectifs qui ont été sélectionnés, en tout cas qui ont participé au projet, donc dans le maraîchage en Bretagne et dans le 13, dans les Bouches-du-Rhône. Et après, en viticulture, il y avait deux collectifs, donc le mien en Gironde et un autre dans le Vaucluse. Voilà. Et donc ça, c'était un focus sur les couverts végétaux. Donc du coup, le projet, c'était 2022-2026, qu'on a finalement prolongé jusqu'en 2027, avec du coup quatre phases différentes. La phase 0 qui était la partie lancement du projet, la phase 1, donc l'installation de ces communautés euh, à la fois en ligne et à la fois sur le terrain, la phase 2 du coup d'ancrage des dynamiques de massification et la phase 3 d'essaimage des acquis. Voilà. Tu peux répéter juste cette diapo d'avant, parce qu'on a eu un problème de micro. Pardon, excusez-moi. Ouais. C'est nous, c'est nous. Du coup, ce que je vous disais, donc il y avait quatre phases différentes. Euh, Donc la phase 0 qui était la partie lancement du projet, pour laquelle et la phase 1, installation des communautés, donc communautés en ligne sur les groupes WhatsApp ou sur Signal et les communautés sur le terrain. La phase 2 qui est la partie ancrage de ces dynamiques en ligne et sur le terrain. Et la phase 3 la partie essaimage des acquis du projet, quoi. Voilà. Et donc du coup, sur la phase 1, on a eu l'installation des communautés, on a eu quelques difficultés. On va revenir. Justement, voilà, déjà sur cette phase, comment a évolué le projet autour de cette phase 1? Enfin, raconte-nous un petit peu l'évolution de ce projet. Du coup, moi, je vais vous parler plus particulièrement de mon cas, du coup, sur la partie Gironde en viticulture, parce qu'il y a aussi le projet qui a évolué à l'échelle nationale dans les ambitions. Donc moi, je travaillais essentiellement sur mon groupe défi, donc de 10 viticulteurs bio, qui avait pour vocation, du coup, de, de travailler essentiellement sur les couverts végétaux et du coup d'essaimer à l'extérieur. Euh, la difficulté qu'on a rencontrée principale, c'est que euh, entre le dépôt du projet, donc vous voyez, ça, on l'a déposé en 2022, donc il a été écrit et conçu en 2021, juste après le Covid. Bordeaux a rencontré une crise viticole majeure, enfin, il rencontre toujours une crise viticole majeure. Et du coup, les couverts végétaux, qui étaient une pratique qui était vraiment en vogue en 2018, 19, 20, 21, puisque le marché du vin bio se portait bien, ça allait encore. Enfin, la filière vendait du vin, ça allait encore bien. Et donc les couverts végétaux étaient vraiment une pratique en vogue. On en voyait de plus en plus dans les parcelles. Il y avait de plus en plus de questions. Des gens qui connaissaient pas les couverts, bah, qui voulaient se renseigner. D'autres qui en pratiquaient, qui voulaient améliorer leur pratique et diversifier ce qu'ils semaient. Voilà, donc on avait une grosse dynamique. Et moi, dans mon groupe des filles, sur 10 viticulteurs, il y en avait 8 qui semaient quasiment toute la surface quoi, de leur parcelle. Voilà. Bon, euh, la difficulté, c'est que, comme vous voyez dans le calendrier, là, on arrive sur 2023-2024, où là, par contre, on est arrivé sur des crises économiques majeures. Le vin ne se vendait plus. On a eu aussi des contextes climatiques très difficiles, avec beaucoup d'eau, beaucoup de pluie. Et certains viticulteurs ont semé des couverts très tardivement, qui n'ont pas levé. Donc il y a aussi eu des échecs techniques qui fait que ben, pour eux, ça a été ben, voilà, un peu comme ils ont réalisé qu'en fait il fallait faire d'autres priorités et qu'ils ne pouvaient pas se permettre de dépenser de l'argent pour acheter des semences si derrière il n'y avait pas un impact et une réussite systématique. Voilà. Et juste pour préciser, à la base, pourquoi ils étaient intéressés, enfin, pourquoi les couverts étaient en vogue d'un point de vue des agriculteurs? Qu'est-ce qui les intéressait derrière les couverts? Alors, donc moi, comme je dis, je travaille avec les agriculteurs bio. Euh, En fait, quand les agriculteurs se sont convertis, le premier sujet, c'est la gestion du milieu en bio, parce que c'est un problème très technique, on peut perdre toute sa récolte. Et le deuxième gros sujet, c'est la gestion de la fertilité des sols. Euh,
puisque quand même faut gérer ce sujet pour avoir des rendements. Et donc le plus simple, au début, c'était de remplacer les engrais chimiques par des engrais organiques, donc sous forme de bouchons, parce qu'on n'a pas d'élevage chez nous, donc on n'a pas de fumier, donc des bouchons. Et une fois que les agriculteurs ont travaillé un peu sur ces sujets-là, revenait vraiment à cette question, la vie du sol, la faune du sol, comment on peut travailler sur cette partie vivante. Et donc c'est là où on arrive aux couverts végétaux, qui sont quand même euh, par excellence un outil fantastique pour nourrir les micro-organismes du sol. Et c'est surtout que c'est une pratique visuelle. C'est-à-dire que quand on voit un couvert végétal qui fait 1 mètre de haut, on c'est très facile pour l'agriculteur et pour le viticulteur de se dire, bah oui, tout ça, ça va être mangé par les micro-organismes, les vers de terre et tout ça, et ça va apporter et ça va enrichir le sol, quoi. Et donc, donc voilà, on était dans cette dynamique-là, puisque le mildiou, c'était à peu près géré, ils savaient comment faire, et donc là, on était dans une dynamique plutôt sol. Euh, voilà. Et du coup, face à ces difficultés, comment on réagit et qu'ils ont pris un investissement? Je suis désolé, là, ça a un peu coupé. Peut-être que je vais couper ma caméra, peut-être ça serait mieux. Je sais pas, mais la question, c'est pour la reposer. Face à ces difficultés, comment ont réagi les viticulteurs? Ah, bah du coup, oui. Face à ces difficultés qui sont quand même extrêmement fortes, hein, de crise viticole majeure et de contraintes un peu techniques, ce qu'ils ont changé, c'est qu'en fait, ils ont, pour certains, complètement arrêté de semer des couverts végétaux, enfin des couverts végétaux, des engrais verts, hein, donc du coup des couverts qui sont semés à l'automne et détruits au printemps. Ils ont arrêté de faire ça parce que pour arrêter les dépenses d'achat de graines. Et certains qui étaient vraiment très très motivés ont continué à en semer, mais uniquement sur certaines parcelles très chétives ou certaines jeunes vignes. Voilà. Et donc en mettant, ils n'ont pas abandonné la pratique en disant c'est nul, j'en veux plus, j'y reviendrai jamais, mais en disant là, par choix stratégique de bourse, de gestion du budget, je peux plus rien dépenser, mais on fait minimum de dépenses et on arrête de travailler là-dessus et on travaillera avec l'enherbement naturel comme ça, quoi. Ok. Et du coup, tu nous avais, donc il y avait l'aspect, voilà, j'arrête de semer, je laisse l'enherbement naturel. Tu peux nous parler un petit peu plus de l'enherbement chez vous? Comment ça fonctionne? Comment c'est perçu du coup? Ouais. Ouais. Du coup, chez nous, donc je voyais un peu sur les photos, donc on voit des photos d'engrais verts. Donc on est en Gironde, en climat océanique, donc on a quand même beaucoup d'eau, notamment un peu toute l'année. C'est assez bien réparti. Bon, sauf certaines années où effectivement on a des étés caniculaires et on n'a pas d'eau du tout, et là ça devient problématique. Mais sinon, traditionnellement, moi, mon groupe des filles, on est dans des vignes plutôt larges, donc entre 1,50 m et 3 mètres de large. Euh, Et donc, du coup, les viticulteurs ont classiquement un rang sur deux enherbé. Le rang qui est enherbé, donc il est tondu 1 à 2 fois par an, et c'est surtout ce rang-là qui permet qui accueille les tracteurs pour faire les traitements contre le mildiou, hein, parce qu'on a entre 10 et 18 traitements contre le mildiou. Donc il faut que les sols soient très portants. Et en général, dans le rang sur lequel il y a les couverts végétaux, ben, c'est le rang qui est travaillé pour incorporer les couverts végétaux et pour limiter aussi un peu la concurrence de l'herbe. Voilà. Donc on voit là sur les photos ben, certains couverts végétaux d'autre côté de l'herbe. Et après, sous les pieds de vigne, souvent, les sols sont travaillés. Et là, on voit avec la crise économique que les sols qui étaient beaucoup travaillés, c'est-à-dire avec des outils intercept qui viennent enlever toute l'herbe, les viticulteurs vont tolérer de plus en plus d'herbe parce qu'ils ont moins de temps pour passer les outils, et ou alors ils ont changé carrément d'outils et ils utilisent des brosses qui vont venir tondre l'herbe pour moins travailler les sols. Voilà. Et du coup, bah, toi, chef de projet qui devait animer un projet sur les couverts végétaux, arrivé à mi-projet, bah, la situation faisait que bah, les couverts végétaux n'étaient plus forcément la solution idéale selon les viticulteurs. Comment tu t'es sorti de cette difficulté? Ben,
j'ai eu la chance dans le projet Expert qu'en fait on est accompagné par, enfin moi j'appelle ça des sociologues, mais c'est pas forcément des sociologues, mais c'est des personnes euh, qui sont pas de Gironde, mais qui permettent de prendre du recul et qui permettent aussi de me faire formuler les choses, de faire réfléchir sur ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. Euh, et de pouvoir du coup relire. Et donc effectivement, à mi-projet, on est arrivé en se disant en fait là, les couverts végétaux, c'était une super idée il y a quelques années, mais aujourd'hui, c'est plus dans l'objectif principal des vignerons, ça les intéresse plus, les motive plus, et on n'arrivera pas à essaimer et à faire ce qu'on avait comme ambition de pouvoir animer des communautés en ligne sur ces sujets-là. Voilà. Ça, une fois ce diagnostic que ça pouvait plus fonctionner sur ce sujet-là, on s'est dit qu'est-ce qui fonctionne bien? Et en parallèle, du coup, comme je vous dis qu'il y avait une crise viticole, les viticulteurs se posaient énormément de questions, et se posent toujours d'ailleurs, sur comment je peux faire pour gagner un peu d'argent autrement qu'avec la vigne. Et donc, du coup, certains se sont lancés dans l'élevage de brebis, d'autres se sont lancés dans l'élevage de poules. Et donc, du coup, nous, ce qu'on appelle en gros ce jargon de la diversification, pour pouvoir ben, euh, avoir de l'entrée de trésorerie. Parce qu'en viticulture aujourd'hui, comme le vin a du mal à se vendre, c'est les viticulteurs, ce qui se passe, c'est quand ils travaillent, souvent ils perdent de l'argent, quoi, parce qu'ils vendent leur vin moins cher que ça leur coûte. Donc ils ont beaucoup arraché de vignes, et donc ils avaient aussi plein de parcelles qui étaient enherbées, puisque l'herbe repousse facilement, et comme je vous disais, on est en climat océanique, donc on a, euh, on a beaucoup d'herbes un peu toute l'année. Euh, voilà, donc je vous mets quelques photos. Donc moi, et là, je sentais que j'avais vraiment des questions, il y avait des interrogations hyper fortes parce que nous, on est sur un territoire extrêmement viticole. La plupart de l'élevage a disparu ou a vraiment diminué, hein. Faut imaginer que sur un département qui est la Gironde, on avait 110 000 hectares de vignes, ce qui est colossal. Euh, Là, il y en a déjà entre 20 et 30 000 qui ont été arrachés en 5 ans. Voilà. Et donc, les viticulteurs avaient en tête que leurs parents ou leurs grands-parents avaient des animaux, hein, puisque c'était des fermes diversifiées, notamment avec des vaches laitières. Tout le monde avait des poules dans sa ferme viticole. Et il y a des brebis qui venaient des Pyrénées pour faire qui venaient de la transhumance en hiver. Donc, historiquement, c'est quelque chose qui était présent, mais qui avait disparu du territoire. Et donc, il n'y avait plus aucune connaissance ni compétence. Et donc, du coup, moi, je me suis lancé en 2024 et en 2025 sur l'animation de communautés en ligne sur ce sujet-là. Du coup, j'ai fait créer deux groupes, un sur les brebis et un sur les poules. Euh, et alors après, on peut dire oui, mais on est très très éloigné des engrais verts. Alors effectivement, on peut être éloigné des engrais verts, mais nous, le projet Expert, on travaille sur les couverts végétaux. Et comme on peut le voir là sur les photos, couvert végétal, c'est enfin, la gestion des plantes qui sont présentes dans la parcelle de vigne. Et donc, les brebis et les poules vont jouer un rôle dans la gestion des couverts parce que ils vont pâturer en fait. Bon. Et donc, les brebis, on les met uniquement en hiver. Les poules, par contre, on peut les mettre en hiver et après en été. Alors, il faut bien gérer avec la partie traitement pour pas mettre des poules quand on fait des traitements, mais en tout cas, voilà. Et donc, ça a été des dynamiques assez fortes qui sont encore présentes aujourd'hui. Et donc, moi, mon activité aujourd'hui, je continue de travailler à faire des rencontres sur ces sujets-là qui attirent beaucoup, quoi. Et du coup, est-ce que les... Bon, ma question est orientée, mais est-ce que les viticulteurs font un lien entre les animaux et la vigne? On le voit sur la photo, les deux sont ensemble. Est-ce que dans leur raisonnement, les viticulteurs ont un lien explicite entre ces deux ateliers ou ce n'est qu'un seul atelier? Ben, euh, ces deux ateliers enfin, qui sont en général qui sont pilotés par le chef d'exploitation, parce que c'est celui qui, enfin, en tout cas, c'est lui qui apprécie l'élevage et qui se lance dedans. Euh, En tout cas, moi, dans les exploitations avec qui je travaille, c'est intimement lié puisque les animaux sont là, certes, pour apporter un peu de trésorerie et pour vendre soit des œufs, soit de la viande, mais ils sont aussi au service de la viticulture. Ils sont au service de l'objectif premier, enfin, l'objectif, comment les animaux sont arrivés pour, euh, pour gérer l'herbe, pour tondre l'herbe, pour gratter les sols.
et aussi pour apporter un peu de trésorerie, mais ils sont intimement liés. Donc c'est deux ateliers, parce qu'il y a l'atelier élevage et l'atelier végétal, mais qui sont vraiment main dans la main, quoi. L'un au service de l'autre. Par contre, euh, nous, sur le terrain, on a peu de données vraiment scientifiques et opérationnelles sur euh, l'apport que va faire la poule ou que va faire la brebis sur la vigne. Et du coup, lors de notre échange, tu nous avais parlé d'autres sources de diversification, type des guinguettes, du tourisme à la ferme. Euh, quel, Qu'est-ce qui fait qu'un agriculteur va choisir, un viticulteur va choisir de mettre des brebis ou d'ouvrir une guinguette? Bah, ça, en fait, c'est la grande question que tout le monde se pose aujourd'hui en Gironde et a priori un peu partout en France en viticulture. C'est comment se diversifier, quoi. Comment le viticulteur va pouvoir réussir à trouver quelque chose qui lui convient. Et en fait, nous, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que malheureusement, enfin, heureusement, mais il y a pas de recette et il y a rien qui on peut pas dire ouais, la tendance aujourd'hui, il faut aller vers ça ou vers dans cette direction. On voit, là, par exemple, dans mon groupe défi, il y en a deux qui ont ouvert des guinguettes, mais c'est parce qu'ils ont la fibre. Vraiment, ils ont la fibre, ils aiment accueillir, ils ont eu souvent un premier métier où ils travaillaient dans la restauration, et donc ils sont allés dans la guinguette. Et parce qu'ils ont aussi l'infrastructure qui permet d'accueillir. Il y en a d'autres qui se sont lancés dans les poules parce qu'ils ont une certaine affinité dans la volaille, d'autres pour affinité pour l'élevage. Il y en a d'autres qui vont se diversifier en plantant, ben, même si c'est un peu surprenant aujourd'hui, des olives ou des agrumes, parce que la filière végétale, c'est quelque chose qui leur plaît beaucoup. D'autres qui vont vouloir faire des petits fruits pour faire de la transformation. Enfin, on est vraiment dans de la dinette, et donc il faut réussir à accompagner dans toute sa diversité tous les producteurs. Ok. Merci beaucoup, Paul Armel, pour ton témoignage. Je pense qu'il y a des questions dans la salle. Non, c'est bon. Alors, du coup, j'en profite. Est-ce qu'il y a des questions? On peut pas passer les questions en premier. Non. Sur les communautés, peut-être savoir un peu la volumétrie, comment ils fonctionnent, comment ils Si, allez-y. Du coup, Est-ce que tu as bien entendu, Paul Armel, ou il faut répéter? Oui, sur la partie communauté, ouais, ça c'est un point important aussi, effectivement, moi que j'ai noté là dans ma partie dans le projet. Historiquement, donc on est parti sur mon groupe des filles, donc des filles, je sais pas si vous connaissez, mais c'est des groupes qui sont assez fermés puisqu'on on travaille, on a beaucoup de données à acquérir sur ces données. C'est des groupes où on peut pas intégrer des gens comme on veut, et donc c'est 10 viticulteurs, voilà. Et au fur et à mesure du projet, en discutant avec différents conseillers qui ont des groupes qui fonctionnent, des groupes WhatsApp ou des groupes virtuels qui fonctionnent très bien, a priori, 10 personnes dans un collectif, c'est trop peu pour avoir, en tout cas en ligne, hein, pour pouvoir communiquer, parce que ce qui se dit, c'est que sur 10 personnes, il y en a un ou deux qui vont bien communiquer, trois ou quatre qui vont être des lurkers, comme ils disent, c'est un peu qui vont regarder quand même, ils vont suivre ce qui se passe, mais ils vont pas faire de commentaires. Puis après, il y en a trois ou quatre qui vont pas regarder. Et donc, du coup, là, par contre, ce qu'on a fait sur les autres groupes, c'est que la cible était très large, c'est-à-dire que c'était tous les viticulteurs qui voulaient travailler sur la brebis ou sur la poule, et même sur les poules, la spécificité, c'est même intégré des maraîchers, parce qu'il y a beaucoup de maraîchers sur notre territoire qui veulent aussi avoir des poules. Et donc là, la cible était beaucoup plus large. Là, actuellement, j'ai une cinquantaine d'agriculteurs sur le groupe poule et sur le groupe, une cinquantaine sur le groupe brebis, et je vois qu'il y a une dynamique qui est bien plus importante, puisqu'il y a des gens qui posent des questions, et il y en a cinq ou six qui vont répondre. Et donc nous, on avait comme ambition de faire mixte, WhatsApp et en ligne et sur le terrain. Et donc là, l'idée, c'est aussi que cette année, là, donc 2026, on organise pas mal de temps enfin, pas mal, plusieurs rencontres sur le terrain, sur des sujets techniques, pour pouvoir aussi que ces communautés puissent se rencontrer et puis partager. On envisage peut-être de faire des commandes groupées pour les poules là, de poulettes. Enfin, voilà. Il y a aussi ça. Et ce qui est important pour moi, c'est vraiment cette question de cible, qu'il faut pas que ce soit trop trop restreint, sinon c'est difficile, quoi. Faut qu'on puisse l'élargir fortement, quoi. Et une cinquantaine de personnes, c'est un chiffre qui est pas mal.
Bonjour pour la même. Moi, j'avais une question autour des experts. J'imagine que vous avez fait donc des experts en couverts végétaux. Mais du coup, quand ça a changé en cours de projet, est-ce que vous avez pu vous avez eu le temps de pouvoir mettre aussi des protocoles ou certaines choses autour de la brebis ou de la poule ou des deux? Ah, ouais, ouais, merci de la question. Pour l'instant, non, parce qu'en fait, dans le cadre d'Art Expert, là, j'ai pas eu le temps de mettre trop en place de projets d'essais proprement parler. On est plus dans la partie animation, journée technique, animation de la communauté en ligne. Et en fait, ce qui se passait aussi, c'est que j'avais d'autres projets en parallèle sur les couverts végétaux, donc, qui sont eux qui continuent et qui étaient vraiment ciblés que couverts, enfin que engrais verts, on va dire. Donc là, moi, je continue à mettre en place des essais sur les engrais verts. Donc c'est moi qui fournis les semences et qui vais faire les suivis et tout ça. Donc il y a au moins ces petites parties qui sont semées. Mais là, du coup, 2026, j'ai décroché, enfin, je participe du coup à un projet, on est en train d'en écrire un deuxième, pour justement essayer un peu plus de faire des suivis sur les poules et sur les brebis, sur ce que ça met en place. Je vais travailler aussi avec l'enseignement agricole, là, donc avec Bordeaux Sciences Agro, sur la partie biodiversité, pour voir un peu, comparer avec brebis et sans brebis, ce que ça peut donner. Mais Euh, en fait, ça met du temps. Enfin, pour avoir des projets sur des sujets comme ça met un peu plus de temps pour mettre en Une place dernière, les essais, quoi. Une dernière question? Non, pas de dernière question. Ben, s'il n'y a pas de dernière question, moi, il y a un point sur lequel j'insisterai, ou je pense que j'en ai parlé, mais assez rapidement, c'est l'importance d'avoir des personnes extérieures avec qui partager sur ce qu'on fait. Alors, il y a un grand mot qui est appelé par certains la réflexivité, c'est la capacité à réfléchir sur soi-même ou sur ses actions. Et le fait d'avoir, alors moi j'appelle ça une personne un peu naïve, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui est avec nous au quotidien, mais c'est quelqu'un qui est en dehors, peut même être d'une autre filière ou peu importe, mais qui vient nous poser des questions sur ce qu'on a réussi à mettre en place, qu'on a les difficultés, et comment on souhaite avancer derrière. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment permis d'avancer et de pas être bloqué contre un mur, quoi. Voilà. Ben, merci Paul Armel pour ton témoignage. Et, euh, et du coup, là, je vais pas faire un débrief tout de suite de son témoignage, mais en fait, je me suis appuyée sur l'expérience de Paul Armel et sur l'évolution du projet pour vous proposer en fait un outil pour vous aider à problématiser, enfin une démarche à suivre. Et en fait, c'est en partie donc le témoignage de Paul Armel qui m'a inspiré, tous ces revirements de situation. Voilà, j'ai trouvé ça, enfin, les revirements et la réaction qui m'ont paru très intéressants. Bon, Alors, si moi, tu je vous veux, laisse, du coup. ok. À Au bientôt, Paul revoir Armel, au revoir. et bonne suite de projet. Alors, c'est là, c'est ça. Voilà. Tac, et du coup, ça, il n'y a plus besoin. Hop, voilà. Du coup, en préparant, c'est bien de se cacher. Voilà. En préparant cet atelier, donc le sujet de la problématisation, c'est un gros sujet pour nous pour accompagner les EPL. C'est vraiment, enfin pour moi, c'est le sujet le plus complexe pour accompagner les enseignants. Et en fait, en préparant cet atelier, ben, on m'a fait lire un extrait de livre qui, ben, je pense, qui m'a permis d'avancer. Donc, ben, je voulais vous prendre le temps de relire cet extrait. Donc, ça vient du livre Les arbres entre visibles et invisibles de Ernest Zürcher qui nous dit, donc voilà, le troisième type de décision qui doit être prise est lié à la fonction que devra remplir la cellule fraîchement formée, ce qu'il appelle la détermination. Dans le cas d'un feuillu, deviendra-t-elle un élément de vaisseau à fonction conductrice, une fibre à fonction de soutien, ou encore se subdivisera-t-elle en quelques cellules parenchymateuses capables de stocker des substances de réserve? Le paradoxe est que ce ne sont pas uniquement les structures qui déterminent la manière dont les liquides vont s'écouler, mais tout autant des flux, qu'ils soient liquides ou électriques, qui informent entre guillemets le cambium et ses jeunes dérivés de la façon de produire et de mettre en place des structures fonctionnelles adéquates. Alors, ce qui est dit là, en deux mots, je ne vais pas vous faire un cours de biologie, mais enfin, je pense que vous le savez aussi, c'est qu'une cellule, elle peut avoir plusieurs fonctions. Et que sa détermination ne dépend pas de son programme interne et que ça ne se fait pas, que ça dépend de son entourage
et ça ne se décide pas localement et au hasard. Et en fait, là, Ernest Durkheim, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a des études biologiques qui se font, mais en fait, lui, son déplacement, il est plus épistémologique, dans le sens qu'il s'attache au fait que la cellule ne peut pas décider toute seule de ce qu'elle va devenir. Et ce qu'il fait, c'est qu'il déplace l'unité fonctionnelle. Ce n'est plus la cellule qui est l'unité fonctionnelle, comme on a souvent l'habitude de dire, mais c'est l'arbre dans son ensemble qui devient l'unité fonctionnelle. Et c'est de l'ensemble que découle le fonctionnement de chacune des cellules par des flux électriques liquides. Et c'est ce déplacement épistémologique qui m'a permis d'essayer de déplacer aussi la façon de voir les choses dans le milieu agricole. J'ai essayé de faire le parallèle. Et le parallèle que je vois toujours avec cette idée d'unité fonctionnelle, c'est que une pratique technique isolée, la suppression du labour, du glyphosate, des phytos, et j'en passe, moi, si on se place dans ce cadre-là, n'est pas une unité fonctionnelle pertinente. L'unité fonctionnelle à laquelle il faut réfléchir, si on dit qu'on est un arbre, c'est le système agricole dans son ensemble, situé, que voilà, on travaille dans un territoire, bien sûr, mais aussi traversé par des flux, c'est-à-dire qu'il y a une entrée et des sorties. Ça, c'est ce qu'on voit souvent, mais voilà, il peut y avoir d'autres flux qui circulent. Donc l'unité, c'est le système dans son ensemble avec ce qui l'entoure. Et l'idée, c'est vraiment de partir de ça pour changer l'unité fonctionnelle pour penser le problème. Parce qu'à force d'aller voir des agriculteurs, ah ouais, moi j'ai arrêté le labour. Et le glyphosate, je peux pas. Ah non, je peux pas, je peux pas. OK. Du coup, ah non, moi je fais pas de glyphosate, mais je suis obligée de labourer. OK. Mais et du coup, on se retrouve dans des impasses techniques fortes et on est bloqué. Dire, on va revenir un petit peu en arrière, on va reprendre d'autres considérations et repenser le problème autrement. Et du coup, en agriculture, ça veut dire, au lieu de se centrer sur une pratique, des couverts végétaux, ou un outil ou un intrant à supprimer, on va essayer de penser l'exploitation dans ce territoire et tout ce qui l'influence. Et en pédagogie, en fait, on peut faire le raisonnement, on ne va pas leur proposer une solution, une recette, on entend souvent, mais on va les faire partir sur un déséquilibre, quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans son ensemble, vite fait, et du coup travailler sur des solutions, mais qu'on ne connaît pas forcément là. Et de là, je vous propose, donc, bon, voilà, c'est une démarche en 5 étapes, mais on va voir ensemble ce qui est important dans cette démarche. Alors, la première étape, ça va être donc de déplier la situation réelle. Quand on vous a demandé de commencer à identifier un peu vos problématiques, en fait, instinctivement, vous dites on va travailler sur la reconception, on va travailler sur les couverts végétaux, on va travailler sur la syntropie. C'est déjà des solutions. Mais parce que dans vos têtes, vous avez déjà conduit un travail qui vous amène à cette solution. Vous avez déjà fait la problématisation, mais de façon très implicite, parce que vous savez le faire. Les jeunes en face, ils ne savent pas le faire. Et ils ne savent pas pourquoi vous l'avez fait. Et souvent, vous avez beau leur expliquer, ah oui, c'est comme ça que vous en êtes arrivé là. Mais eux ne l'ont pas fait, vraiment. Donc, on va revenir un petit peu en arrière et on va d'abord décrire la situation agricole telle qu'elle fonctionne aujourd'hui dans votre territoire. Aucune solution acceptée, pas de solution, pas d'objectif de réduction de phyto, juste, voyez, factuel. On prend une photo de votre territoire. Qu'est-ce qui se passe sur ce territoire-là en termes de contexte pédoclimatique, d'historique des systèmes, organisation du travail, les contraintes économiques, les filières. Je ne connais pas tous vos territoires. Je connais par exemple celui de Saint-Thirier. Pour moi, si je devais faire une photo comme ça, c'est la pomme valorisée en circuit national. Voilà, ça c'est la photo que moi j'ai du système de Saint-Thirier. Prenez la photo, reposez. Vous le savez, c'est évident, ça peut paraître inutile, ça ne l'est pas pour vos jeunes. Donc, posez-le, parce qu'eux, ils n'ont peut-être pas ce recul que vous avez. Ensuite, la deuxième étape, je l'ai dit, on est l'unité fonctionnelle, c'est l'exploitation, mais elle n'est pas toute seule. Chose qui rentre, il y a de la valorisation,
il faut vendre, il y a des choses qui existent. Donc l'idée, ça va être de faire émerger un peu ce qui influence, qui informe le système. Donc ça va être des flux biologiques. Je vais illustrer avec l'exemple de Paul Armel, pour que ça vous parle un peu plus. Euh, tout ce qui est autour des tous les flux économiques, les charges, les dépendances, les marges, les flux de décision. Qui est décisionnaire? À quel moment? C'est la COP qui prend les décisions ou c'est l'agriculteur qui décide de son circuit de valorisation? Est-ce qu'il est obligé de vendre ses céréales à la COP parce qu'il n'y a pas d'autre chose? Est-ce que c'est une fin en soi ou voilà, se reposer. L'idée, c'est que vous envisagiez, avant de vous lancer dans les feeds pour la fertilité du sol, etc., ces considérations très agronomiques que vous appréciez, vous êtes agronome pour la plupart. Reposez-vous et envisagez toutes les focales. Sociales, ça derrière, c'est social, économique, charge de travail, l'ensemble. Et en fait, là, c'est une démarche, mais j'aurais pu la présenter autrement. Mais c'est vous forcer à envisager l'ensemble pour décaler un peu les choses et revenir à des considérations humaines. C'est-à-dire, moi, souvent, je me dis, bah voilà, l'agriculteur, le matin, il se lève, il se dit, bah tiens, je vais être en bio ce matin. Quelle question se pose un agriculteur quand il se lève? Est-ce que bah, je veux partir en vacances le mois prochain? Ou bah, je veux avoir des sous sur mon compte en banque? Ou ce qu'on a été voir, c'est bah, ouais, moi, j'aimerais bien produire un produit social que je peux vendre à mes voisins. Revenir à voilà, ces considérations-là. Donc, en termes de risque, bah, bien sûr, voilà, comment évolue le climat, les adventices, les maladies, les normes, le contexte politique, le contexte réglementaire. Posez ça un moment. Peut-être vous n'aurez pas le temps de le faire, mais gardez-le en tête, il faut toutes les focales. Ensuite, l'idée, ça va être de formuler un premier problème systémique. Alors, je veux bien. Voilà, on formule un premier problème à partir de tout ça, et puis on explore une première solution privilégiée sur laquelle on invite tendre. Et puis, eh ben, on la met en tension, c'est-à-dire qu'on la teste un peu voir. Est-ce que c'est vraiment cette solution? Est-ce qu'elle tiendrait? On lui fait un peu un test de robustesse. Et puis, on dit, voilà, cette solution, qu'est-ce qu'elle résout? Qu'elle déplace? Qu'est-ce qu'elle aggrave? Qu'est-ce qu'on oublie éventuellement? Et c'est se forcer à dire, bah, ça va être peut-être la solution auquel vous avez pensé. Ouais, qu'est-ce que j'oublie? Couverts végétaux, je la pousse un peu. Et ensuite, on essaye de reformuler encore le problème pour qu'il soit voilà, plus robuste. Donc, intégrant, par exemple, là, peut-être que vous y aurez pensé avant. Mais souvent, ce qu'on oublie, c'est le temps long. La solution que vous envisagez aujourd'hui et demain, ça donne quoi? Considérant tous les flux que vous avez identifiés à plusieurs échelles et puis intégrant plusieurs logiques. Si j'essaye d'illustrer avec l'exemple de Paul Armel. Donc, je ne veux pas refaire le projet, j'ai pas voulu juger le projet, j'ai voulu m'inspirer de son évolution pour que, voilà, pas que ça vous arrive pas, mais presque. Donc, si on regarde la situation, déplier la situation réelle, en fait, moi, ce que j'ai vu qui est intéressant, c'est qu'entre 2022 et 2026, ce qui est une échelle de temps très courte, hein, la situation réelle a évolué d'une façon très forte. C'est-à-dire que au début, quand il a commencé le projet, il l'a déposé. On avait une viticulture bordelaise qui allait bien, le bio, c'était porteur économiquement. Voilà, les exploitations y allaient sur les couverts végétaux parce qu'elles avaient les conditions économiques qui le permettaient. C'était une vision long terme, je veux renforcer mon sol. Voilà, il y avait les moyens de se projeter sur des enjeux long terme. Et puis, bah, deuxième situation, peu de temps après quand même, une crise de la commercialisation, il a dit des arrachages, stop. Et du coup, les viticulteurs, ils disaient, ah, non, moi je fais plus rien, je me concentre. Ce qu'ils disaient, c'est je me concentre sur ce que je sais faire, c'est faire pousser ma vigne et la vendre. Je me concentre sur ce qu'ils savent faire. Donc, vous voyez, les situations qui ont évolué, et ça, pour moi, ça montre l'intérêt d'envisager. Alors, on ne vous demande pas d'imaginer le futur, c'est pas possible, mais ça montre qu'il y a vraiment différentes focales à avoir en tête. Ensuite, le deuxième point, identifier donc les flux structurants. Donc là, si par exemple on fait l'exercice et qu'on se place à la situation initiale
où tout allait bien dans le meilleur des mondes. Pour vous donner un exemple d'utilisation de cette démarche-là, les flux économiques s'arrêtent. Voilà, une valorisation de la bio qui est très, très positive, une capacité, une possibilité d'investir et voilà, possibilité d'investir agronomiquement. Si on considère le flux plutôt de temps de travail, on pourrait dire que les viticulteurs, ils avaient du temps pour s'engager dans les collectifs. Ça allait, ça roulait bien, pas de difficultés. Et voilà, ils avaient du temps à consacrer. Les flux plutôt d'ordre biologique, voilà, il y avait un intérêt pour le sol, il y avait des questions qui se posaient. C'était bon, c'est intéressant, pas d'animaux, mais des bouchons. Mais les animaux, ils étaient dans sa tête. La question que j'aimerais vous poser, c'est oui, mais est-ce que les animaux, ils étaient déjà en tête à l'époque? Parce qu'en fait, avec cette crise économique, l'opportunité est venue de mettre des animaux. Mais en fait, ces animaux, si on parle agronomiquement parlant, ça permet de boucler les cycles. Et on se dit, mais pourquoi ils n'y ont pas pensé avant? Donc, je ne l'ai pas demandé parce que je ne voulais pas le mettre en défaut. Mais pourquoi les animaux, ce n'était pas une solution envisagée avant? Donc voilà, essayer de définir ça. Alors, à l'époque, quand ils ont défini les flux, enfin à l'époque, en 2022, les couverts végétaux, c'était une solution idéale. C'était effectivement, on ne peut pas contredire, les couverts végétaux, posés comme c'était posé, ouais, c'était une bonne solution. Mais, hein, donc voilà, alors je ne sais plus si c'est exactement ça, mais le problème, on va nuancer après, comment améliorer la gestion des couverts végétaux pour renforcer le capital sol et réduire les intrants en s'appuyant sur des dynamiques collectives. En soi, c'était tout à fait pertinent dans la situation telle qu'elle était posée. Après, je mets un bémol là-dessus, c'est comment améliorer la gestion des couverts, c'est pas un problème, c'est une solution. Et c'est peut-être, sans juger, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils sont arrivés dans un mur. C'est pas que de leur faute, mais du coup, c'était pas robuste. Ah non, zut alors, un problème, une solution. Mais la solution n'a pas marché. C'était le risque. Et l'idée, dans la quatrième étape, et là où il l'a fait parce qu'il a eu un apport extérieur, c'est la solution. Elle ne marche pas. Voilà, je dis ça. Au lieu de vouloir tout de suite chercher une solution, l'idée, ça va être de revenir, je ne sais pas ce qu'il a fait vraiment, c'est de revenir au problème. Avant de rester sur la façon de poser le problème qui nous a emmené vers cette solution, c'est revenir un peu en arrière et se dire, considérant tous les flux qui ont évolué, la situation qui n'est plus la même, on va reposer le problème autrement. Et en fait, c'est ça que vous fassiez, c'est essayer de faire des allers-retours entre problème et solution pour essayer d'un peu d'élargir votre problème, d'élargir le champ du problème. Et du coup, après, moi, j'ai imaginé un autre problème avec la situation actuelle. Comment permettre aux exploitations viticoles de traverser une crise économique majeure tout en maintenant des pratiques compatibles avec la préservation du capital sol et des capacités de production futures. Parce que là, le risque, c'est qu'ils oublient le sol. Du coup, il faut reconsidérer l'ensemble, mais pas oublier le problème initial qui était quand même vachement bien de pouvoir préserver les sols. Okay, il faut sauver l'exploitation agricole, certes, mais n'oublions pas le capital sol qui permettra de produire alors soit du vin si la consommation repart, soit autre chose. Parce que comme il a dit, à l'époque, ce n'est pas des sols où on peut faire que du vin. Hein. C'est des sols où on peut faire plein d'autres choses parce qu'historiquement, il y avait des animaux, il y avait des machins. Voilà, ce n'est pas des sols qui sont fermés et encore, enfin, avec un sol, on aurait pu faire autre chose que de la viticulture. Donc, préserver son capital sol pour mettre toutes les chances de notre côté, en fait, de leur côté. Et pour conclure sur ça, donc, bien se dire qu'un problème peut être bien posé dans une situation donnée, mais peut être amené à évoluer. Donc, au cours du projet, là, vous arrivez à une problématique à travailler. Mais, comme disait qui disait, il faut lâcher prise un petit peu et se dire, voilà, peut-être qu'on s'est planté au début, ça évolue. Il ne faut pas hésiter à revenir au problème et à l'affiner, pas le travailler complètement, mais l'affiner si besoin et relancer la machine.
Donc, dans son expérience, je trouvais que c'était intéressant cette non-mobilisation, c'est-à-dire le fait de ne plus vouloir faire de couverts végétaux. Voilà, c'est un indicateur. Faut pas le voir comme un échec. C'est vraiment, le problème a été mal posé. On va pas chercher une nouvelle recette, on va se reposer des questions. Voilà, c'est pas un échec, c'est un signal par contre que le problème prioritaire a changé. On est passé d'une considération agronomique à économique. Mais en fait, moi, ce que j'aurais voulu, c'est que tout soit lié. C'est sûr que si les couverts, c'est que agronomique et qu'il faut gagner des sous, bah ouais, si les couverts, ils te rapportent rien, c'est sûr que ça donne pas envie, hein, clairement. Euh, voilà, l'importance de considérer plusieurs focales temporelles. Moi, j'insiste beaucoup sur le temps long parce que je travaille beaucoup sur le sol et que le sol enfin, on voit l'intérêt du sol que si on projette sur le long terme, clairement. Voilà, bon, ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Sortir du réflexe, un problème, une solution, on l'a dit hier. S'ouvrir un peu. Et vraiment, ce que je veux que vous reteniez, c'est que là, vous allez conduire une démarche entre eux. Vous allez avancer plus loin, vous allez commencer à vous questionner. Vous allez revenir dans vos territoires, vous allez continuer cette démarche. Et si vous reteniez pas la démarche en elle-même, hein, si vous n'avez pas les 5 étapes, c'est pas grave. Mais vraiment prendre le temps de considérer le problème à différentes focales, envisager des solutions. Et vraiment pas se dire, oh tiens, on va là-dessus. On peut pas prédire l'avenir, mais élargissez votre champ de réflexion pour sortir des impasses dans lesquelles on est beaucoup. On est dedans. Un petit mot là-dessus. En fait, ça revient à dire que la démarche de Paul Armel est quand même vachement intéressante, bien sûr. Parce qu'au départ, on part quand même des questions que se posent les acteurs. Et c'est le cheminement et l'échec, entre guillemets, fait partie du processus. Il y a besoin de partir sur une première problématisation. Est-ce que ça sera la bonne ou pas? On ne sait pas. Et puis dans le temps, dans 10 ans, de toute façon, il faudra refaire le boulot parce que la situation change. Mais même dans le cadre d'un projet relativement court, on peut être amené à. Et donc c'est normal ce qui s'est passé. Il n'y a pas de souci avec ça. Sauf ce qui va permettre et il le redit Paul Armel, ce qui peut aider à se re-questionner en cours de route, c'est parfois le regard extérieur. Je ne sais pas si vous vous souvenez du petit schéma qu'on a fait, que Fleur a présenté hier. Il y a ce qu'on a appelé, nous, le tiers garant. En gros, le regard extérieur, naïf, mais pas complètement. Hein. C'est des faux naïfs. Hein. Si ce sont des sociologues, des gens en sciences de l'éducation, comme un peu nous, c'est pas des vrais naïfs. On joue le rôle du naïf. Mais nous-mêmes, on essaie de problématiser la situation pour dire, mais au fait, dis donc, là, comment tu vois ce truc-là que tu veux pas trop voir ou que tu n'as pas vu hier? Et ce rôle extérieur, il est super important, il est bienveillant. Il est bienveillant, hein, on n'est pas là pour dire, putain, c'est nul ce truc. Non, mais parce qu'il y a des gens qui, sur le territoire ou dans l'équipe PEDA, peuvent le voir comme ça. Et donc, on fait vraiment attention. On est dans l'enveloppement des gens. On les écoute, on les emmène dans leur raisonnement pour que ça soit eux-mêmes qui disent peut-être que ça l'a peut-être pas vu au début. Et moi, ce que je trouve qui est vraiment intéressant, c'est à la fin, quand c'est complet, quand il s'est présenté, quand même, comme nous dit Catherine, ne pas oublier l'importance du découvert et du capital sol. Pour revenir à ça. Hier, je vous ai parlé de l'écart de, je ne sais pas si j'ai cité François Julien ou Hervé Vrédif, qui sont des chercheurs, philosophes ou géographes. Travailler l'écart, le pas de côté, qui permet d'envisager une deuxième problématisation un peu plus fine, un peu plus subtile, un peu plus large, qui embrasse mieux la question et qui est vachement plus puissante que la première. Elle est vachement plus puissante parce qu'elle pose la question de le risque, l'aléa, la crise et comment on peut faire face à ça. On a élargi la surface du problème. Alors c'est peut-être plus compliqué à gérer, mais c'est intéressant d'explorer ça. Parce que là, on est sur
un truc qui sans doute est structurant et systémique, va pouvoir aider à penser dans le temps un peu plus long. Et donc, tous les acteurs que vous emmenez avec ça, avec eux, avec vous là-dessus, vous faites un sacré boulot de formation, une expérience apprenante. Et je ne referai pas le lien avec la pédagogie, mais ça sera peut-être cet après-midi. Moi, j'avais un dernier exemple d'un agriculteur qui était embêté parce qu'il a bourré. Je dis, bah, mais dans quel cas tu laboures? Il me dit, bah, c'est pour les patates et la betterave. Alors, j'ai pas dit, mais je dis, mais pourquoi tu fais des patates et de la betterave? En fait, c'est parce que économiquement, c'est rentable. Ça s'entend. Et alors, du coup, c'est, bah, on reconsidère le système. Si tu veux pas labourer, comment on s'assure de la rentabilité de son système sur les patates et les betteraves? Donc, on va chercher d'autres solutions ailleurs. Et c'est pousser, c'est aller jusqu'au bout du raisonnement. Tu veux vraiment arrêter de labourer? Ok, on arrête les patates. Ah, tu perds des sous. Ok, mais c'est pas grave, on va aller chercher des sous ailleurs. On va trouver. Et en fait, ces sous, cette concession que tu fais à l'instant T, l'idée, c'est renforcer, c'est peut-être baisser un peu son capital en banque pour renforcer son capital seul. Mais ça, derrière, il faut des convictions pour faire ça. Alors, ça ne marche pas avec tout le monde. Hein. Et il faut trouver des portes d'entrée il faut trouver la conviction qui marche. Il faut trouver le sens qui va toucher la personne. Ça, là, voilà, c'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde. Mais voilà, ça va être à vous de trouver des convictions qui marquent dans vos territoires, qui parlent. En fait. Il y en a Tu voulais montrer l'arbre, Catherine, ou pas? Oui, c'est l'arbre, j'avais refait, mais c'est juste pour marquer les esprits, c'est-à-dire qu'il y a un contexte au niveau des racines, un contexte très familial. Et en fait, c'est un problème initial qui est donné et vient de la parole de faire les choses. Et c'est de reconsidérer un problème élargi pour aller dans un chemin avec différentes. C'est juste une base. Je ne sais pas si on aura assez. Si je peux me permettre un complément. On partage avec Paul Armel le territoire et la filière. Et je trouve ça très intéressant et ça va aller complètement dans votre sens. Hein. La notion d'élargir la situation initiale, parce que même là, avec la version reformulée, et parce que, par expérience, il manque un aspect essentiel de l'explication de l'évolution de leur problématique et de l'évolution des choix des viticulteurs, c'est le changement climatique. Ce qui explique en Gironde l'arrêt découvert au-delà de la crise, hein, et bien au-delà de la crise, c'est la multiplication des épisodes de gel. Et donc là, on a un bel exemple de, effectivement, il faut beaucoup élargir et le flux entrant climatique était un élément essentiel. Et je veux dire aussi, plus tôt on va le faire, ce travail-là d'élargissement, quand les aléas arrivent, plus on va se donner de capacité à amortir le choc, réorienter et donc être moins dans la difficulté. Et quand Catherine parle de le troisième champ, là, explorer les hypothèses de... C'est un peu, ça fait un peu, enfin, derrière tout ça, moi j'ai mis un mot, c'est robustesse. Oui, c'est les travaux d'Olivier Hamon sur lesquels on s'appuie sur la question de la robustesse versus la performance. Et ce qui est peut-être en train de se jouer, même si on ne l'appelle pas comme ça, même si on ne fait pas la référence forte, c'est que des gens sur le territoire vont aller chercher, s'ils sont accompagnés, si on les stimule, on les sollicite, vont aller chercher la configuration de systèmes plus robustes, voire robustes. Et c'est ça qui va leur permettre de passer différentes crises, parce qu'on sait que ça va se multiplier, ça va s'accélérer, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir continuer une activité en diversifiant, pour dire un peu, mais en pensant fondamentalement différemment. Et là, on est sur un changement de paradigme, changement de façon de penser. Quand Guilhem, il nous parle de ces trucs, approche système, hein, approche système aussi, penser système. Nous, on est dans RMT qui s'appelle innovation ouverte et dans un casse-d'art peut-être qui s'appelle renfort, s'il passe, c'est exactement ces questions-là qu'on se pose. Mais on ne dit pas changement de paradigme tout de suite. Hein. Merci beaucoup.